crois qu'il faut pouvoir et savoir refaire sa vie à chaque matin. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Celles qui osent. Aujourd'hui, à notre micro, nous sommes ravis d'accueillir Jeanne Signé, monteuse pour le cinéma, autrice et metteuse en scène au théâtre. Elle nous raconte son parcours et surtout l'incroyable et bouleversante histoire avec un grand H d'un pan méconnu du nazisme, les Lebensborn. Pour découvrir et comprendre ce tragique aspect de la Seconde Guerre mondiale, la compagnie Partage, dont Jeanne fait partie, a créé une pièce de théâtre, Les Petits Chevaux, interprétée par Florence Cabaret, Séverine Cojano, Nadine Darmon et Samuel Debure. Nous laissons donc la parole à Jeanne Signé pour nous parler de ces histoires d'enfants des Lebensborn. Celles qui osent. Je m'appelle Jeanne Signé, je fais plusieurs choses dans la vie, je suis notamment monteuse pour le cinéma, et aujourd'hui je suis là particulièrement pour vous parler de mon métier de metteuse en scène et de la pièce Les Petits Chevaux, une histoire d'enfants des Lebensborn. Est-ce qu'il nous incombe de réparer un peu le monde? Qu'est-ce qui, au fond, nous empêche? La première fois que j'ai entendu parler des Lebensborn, je ne savais pas du tout ce que c'était. C'est-à-dire qu'on a reçu un mail que nous a écrit notre ami Mathieu Nyongo, qui est un des co-auteurs de la pièce, qui était très émouvante en 2019. Il nous y racontait le fait qu'il avait posé une plaque commémorative avec d'autres personnes dans l'est de la France, à Commercy, où sont arrivés des enfants en 1946, des enfants qui ont été adoptés. Et il nous racontait comme ça l'histoire de ces enfants arrivés en train dans cette petite ville de l'est de la France, et le fait qu'ils avaient été adoptés sur place et qu'ils venaient des Lebensborn, et parmi eux il y avait sa mère. Et en fait on n'avait jamais entendu ce mot-là, et il y expliquait justement ce que c'était que les Lebensborn, et que c'était des maternités nazies. Et on a été tellement bouleversés en fait d'apprendre la connaissance de ce programme, et prendre connaissance de l'histoire de sa mère, qu'on a décidé suite à ça d'écrire la pièce. Quand ma mère adoptive est décédée, en 2004, j'ai annoncé à mes enfants que j'avais été adoptée, parce que je n'avais jamais parlé. J'avais tellement honte, j'avais une honte, c'est incroyable. Et le lendemain des funérailles de ma mère, j'ai rencontré une personne, qui était ma cousine, et je lui ai demandé si elle connaissait mes origines. Et elle me dit, tu venais d'Allemagne. J'ai dit, j'irai jusqu'au bout. J'ai ouvert mon dossier, la lettre venant d'Arolsen, en me disant, vous êtes né dans un Lebensborn à Végimont. J'ai cru que j'allais mourir, quoi. Tellement c'est un choc, mais... C'est terrible. Les Lebensborn, ce sont des maternités nazies. C'est une association qui est créée par Himmler lui-même en 1935 et dont le but premier, au départ, est de permettre aux filles-mères de bonne race, donc de race aryenne, de pouvoir enfanter dans de bonnes conditions. Après l'accouchement, les filles-mères avaient, les mères en général, mais les filles-mères aussi avaient le choix de repartir avec leur enfant pour fonder une famille typique allemande aryenne, ou bien de confier leur enfant au Reich, et lui était promis à cet enfant un avenir digne de son sang, de sa race soi-disant supérieure, c'est-à-dire qu'il était prévu qu'il soit adopté par une bonne famille allemande. Et ensuite, on connaît certaines des étapes de l'embrigadement qui a été prévu par l'idéologie nazie. On peut visualiser le Lebensborn comme la première étape proposée dans l'embrigadement des enfants et de la future élite du Reich. On a tous étudié à l'école aussi les jeunesses hitlériennes, etc. En fait, ce programme démarre dès la toute petite enfance. Il s'agit de pouvoir donner naissance à la future élite du Reich, et derrière, il s'agira de la former. Et en fait, ce programme Lebensborn, cette soi-disant œuvre de charité, elle va évoluer au fur et à mesure des années, puisque c'est créé en 1935, le premier Lebensborn est implanté en Allemagne, en Bavière, en 1936, il est ouvert par Himmler lui-même, à Steinering, et derrière, d'autres établissements vont avoir lieu,
y compris, et ça a été une des surprises qu'on a eues en étudiant le sujet, y compris en dehors du Reich, en dehors d'Allemagne. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que les nazis conquièrent du terrain, au fur et à mesure de la guerre, ils vont aller créer des Lebensborn, des maternités nazies, un petit peu partout en Europe. Et il y en a eu aussi bien donc en Allemagne, qu'en Pologne, qu'en Norvège, qu'au Danemark, qu'en Belgique, et il y en a même eu une en France. Donc c'est pour ça que je disais que le programme évolue, puisque qu'est-ce qui les pousse aussi à ouvrir ces maternités dans d'autres lieux ? C'est, dans le cas de la Norvège, tout simplement parce que c'est censé être le berceau de la race germanique, nordique germanique dans ce délire nazi. Donc ils sont particulièrement intéressés par le fait de pouvoir engendrer un maximum d'enfants là-bas, en Norvège. Mais ils vont aussi ouvrir ça à d'autres pays, y compris la France. Le Lebensborn en France est ouvert en 1944, c'est très tardif. En plus, quand on sait qu'en août 1944, c'est le début de la débâcle nazie, on se dit vraiment, mais qu'est-ce qu'ils sont allés faire d'ouvrir un Lebensborn en France si tardivement, sur un sol en plus qu'ils considèrent le peuple français comme étant un sang mêlé. Donc un sang pas du tout intéressant par rapport à la race aryenne et à leur projet de procréation et de remplacement, de repeuplement de ce Reich de 1000 ans. Mais en fait, le Reich perd tellement d'hommes, le Reich a un besoin de plus en plus immense, en fait, de renouveler ou de procréer ce sang, et donc ces critères vont, entre guillemets, s'amoindrir, vont s'assouplir pour pouvoir essayer de faire en sorte que le programme fonctionne quand même. Il y a un troisième volet qui est très sombre également, c'est tout simplement les enfants volés, puisque dans un certain nombre de pays, il y a une sorte de récupération, un vol en fait, des enfants qui ont le phénotype arien et qui vont donc être volés et pris en charge dans les Lebensborn avant d'être adoptés. C'est le cas d'enfants slaves ou polonais, et on peut aller jusqu'à visualiser un tri fait sur le volet avec, c'est le cas en Pologne, certains convois qui partent vers les camps, et d'autres convois plus petits d'ailleurs qui partent vers les Lebensborn. Je pense que c'est une période de l'histoire qui est très documentée, et en fait ça fait partie des chapitres les plus atroces en fait de notre histoire récente. On a peut-être pour les uns ou pour les autres connu des gens qui ont traversé d'ailleurs certaines atrocités. Le fait qu'on cherche collectivement, artistiquement, c'est aussi parce que les nazis ont tellement documenté ce qu'ils ont fait qu'il y a un besoin de comprendre, en fait, et il y a une possibilité quasiment de comprendre ce qui s'est passé, et par cette possibilité de comprendre, de décortiquer, d'interpréter, en fait, je crois qu'on essaye tous collectivement de rester alerte sur le fait que ce genre de choses, ce genre d'atrocités ne reviennent pas et ne soient pas perpétuées aujourd'hui ou à l'avenir. Je crois qu'il y a une conscience énorme de notre responsabilité, surtout aujourd'hui, dans un monde qui évolue très très vite vers des choses très inquiétantes. Il y a un besoin de comprendre, il y a un besoin de faire comprendre, et il y a un besoin en fait de s'armer, entre guillemets, intellectuellement, pour essayer de déceler ce qui, aujourd'hui, pourrait amener aux mêmes dérives, ou à des dérives en tout cas similaires qu'hier. Moi je crois que c'est ça aussi qui nous a poussés à écrire cette pièce. Ça a été un choix qui a été de l'ordre de l'émotion aussi, tout simplement. C'est-à-dire qu'on a été très émus par cette histoire. On s'est rendu compte que l'histoire des femmes et l'histoire des enfants dans les guerres sont sous-représentées. Et là, on a eu, par le hasard des choses, accès à une histoire totalement méconnue, qui était bouleversante, et en même temps qui, je pense, fait écho à des problématiques actuelles. Des problématiques de racisme, d'antisémitisme, de place des femmes dans la société et dans l'histoire. Enfin,
c'est un exemple parmi d'autres. C'est pas pour le pointer, lui, du doigt plus qu'un autre, mais on a été frappés, par exemple, l'an dernier, quand on était sur le point de créer la pièce, en 2024, soudainement, on entend Emmanuel Macron parler de réarmement démographique. On fait des enfants de plus en plus tard, l'infertilité masculine comme féminine a beaucoup progressé ces dernières années et fait souffrir beaucoup de couples. Un grand plan de lutte contre ce fléau sera engagé pour permettre justement ce réarmement démographique. Où on sait qu'il y a des politiques pronatalistes qui ont lieu, par exemple, du côté de suprémacistes blancs aux États-Unis. Enfin, il y a un certain nombre comme ça de choses qui ressurgissent aujourd'hui, qui sont très inquiétantes. Parce que là, on parle des enfants des Lebensborn, il faut bien se figurer le fait que, donc, pour les derniers, ils sont nés en 1944 dans une maternité nazie. Donc aujourd'hui, ils ont plus de 80 ans. Il y avait une notion d'urgence à raconter cette histoire maintenant, tant qu'ils sont toujours en vie, tant qu'on pouvait récolter leurs témoignages, tant qu'on pouvait leur redonner la parole aussi, et d'essayer voilà, de rendre hommage, entre guillemets, aux dernières victimes vivantes des nazis, du nazisme, alors même d'ailleurs que les enfants des Lebensborn ne sont pas officiellement reconnus, en France en tout cas, comme des victimes du nazisme. Il y a un seul pays en Europe, il me semble, qui les reconnaît officiellement, qui leur a officiellement accordé le statut de victime, et c'est la Norvège. C'était aussi tout à fait cohérent en fait, dans le parcours de la compagnie Partage, de relever en fait, ce challenge, entre guillemets, et d'écrire la toute première pièce de théâtre sur le sujet. En fait, la compagnie Partage, elle s'intéresse justement à la place des femmes dans la société et dans l'histoire. J'ai intégré la compagnie en 2013-2014, et à ce moment-là, on a monté une pièce de théâtre qui s'intitule Les Hommes, de Charlotte Delbo, et qui là, malgré le titre, Les Hommes parlent des femmes dans la résistance, et de leur rapport aux hommes. C'est pour ça que la pièce s'intitule Les Hommes, d'ailleurs, puisqu'elles sont en fait internées au fort de Romainville, elles ont été emprisonnées, ce sont des femmes résistantes communistes, elles sont emprisonnées, et de l'autre côté de la prison se trouvent les hommes, et en fait elles vont être inquiètes à juste titre par rapport à l'avenir de ces hommes, qui vont tout simplement être fusillés par les Allemands, et pour lutter contre leur désespoir, elles vont monter une pièce de théâtre, ensemble, et juste après ça, elles seront déportées. Enfin, c'est le seul convoi de femmes résistantes qui a été déporté à Auschwitz-Birkenau. En 2015, la compagnie a poursuivi son exploration en montant Jeanne d'Arc, de Monica Guerritore. Là encore, c'est une figure féminine très importante. Ces deux œuvres ont marqué un premier tournant, puisque de plus en plus, la compagnie s'est intéressée à l'écriture contemporaine. Et là, eh bien, on a entrepris pour la première fois une écriture collective à 4. Permettez-moi de citer les auteurs quand même. Mathieu Nyongo, Camille Laplanche, Séverine Kojano et moi-même, pour écrire donc la toute première pièce sur le sujet des Lebensborn. Et je pense que c'est un point, entre guillemets, de non-retour. Je pense que maintenant, la compagnie va vraiment se focaliser sur les écritures contemporaines. Celle qui ose. Je sais pas si je peux dire que j'ai une figure féminine en particulier qui m'a inspirée plus qu'une autre. J'ai repensé récemment à une anecdote assez importante qui est, enfin pour moi, qui est la première fois que j'ai écrit un scénario. J'étais à l'école, dans mon école de cinéma en Angleterre, et mon prof de réalisation nous a demandé à tous collectivement d'écrire chacun un petit film de 3 minutes. Bon. Puis j'ai écrit un truc, je lui ai soumis, et on avait rendez-vous en tête-à-tête pour qu'il me fasse des retours et que je puisse revoir ma copie. Et il me dit bah oui, c'est très bien, Jeanne, mais je comprends vraiment pas pourquoi, 1, t'as écrit ça au passé, et 2, pourquoi c'est un homme, ton personnage principal. Et ça m'a vraiment, mais en fait, frappée, parce que je me suis rendu compte que ça n'avait absolument aucun sens d'écrire un scénario au passé, et que ça n'avait aucun sens que mon personnage... Enfin, du coup, c'était pas du tout réfléchi, en fait, que mon personnage principal soit un personnage masculin. C'était pas un choix. C'était pas un choix, c'était tout simplement le fait que ma première écriture était pétrie de tout ce que j'ai appris, lu, jusque-là. J'ai un parcours, avant d'avoir fait cette école de cinéma, qui est très littéraire, et je me suis rendu compte tout simplement que j'avais pris l'habitude de pouvoir, en tout cas, m'identifier
à des personnages principaux masculins, puisque de toute façon, on n'avait pas de l'autre côté des personnages principaux féminins si intéressants que ça. Et après, une fois qu'on conscientise ça, on peut se poser les bonnes questions, c'est-à-dire quel récit est-ce que j'ai envie de raconter, avec qui en personnages principaux, qu'est-ce que ça veut dire, et aussi, bien sûr, d'aller explorer tout un pan de la littérature ou du cinéma ou de tous les arts qui a été un petit peu mis de côté, puisque ce sont principalement des artistes hommes qui sont mis en avant aujourd'hui dans ce qu'on nous propose. J'ai eu tendance dans ma vie, et je pense que ça me représente toujours, de dire que je suis française, je suis née ici, mon père est français, mais que de famille je suis italienne parce que ma mère est italienne et que par la force des choses, j'ai beaucoup plus connu ma famille italienne que ma famille française, tout simplement parce que pour la plupart ils sont décédés avant que je grandisse, et je crois que c'est quelque chose qui a été assez important dans mon évolution et dans mon identité, puisque il y avait toujours un peu comme deux mondes parallèles aussi, le monde de Paris, puisque c'est ici que je suis née, de l'école à Paris, de ma vie de famille et de mes amitiés parisiennes. Et puis, parallèlement aussi, à chaque fois qu'on avait des vacances, dès qu'on pouvait, avec mes parents, on partait en Italie. Et là, c'était une autre vie, une autre langue. Et ces deux mondes étaient assez hermétiques, bizarrement. C'est-à-dire que ma mère faisait toujours le choix de nous parler la langue du pays. C'est un choix qui paraît assez curieux à des gens maintenant quand j'en parle, mais en France on parlait français et en Italie on parlait italien. Et mon père faisait exactement le même effort. Ce qui est drôle, c'est que je jugeais son accent français de franchouillard en italien, alors que je n'entends toujours pas l'accent de ma mère en français. Mais donc j'ai grandi entre ces deux mondes. La littérature a été assez rapidement quelque chose de très important pour moi. On n'avait pas la télé à la maison, j'allais jamais au cinéma, c'est assez paradoxal que j'ai choisi une carrière dans ce domaine plus tard. Ceci dit, c'était une famille très musicale, puisque mon grand-père était violoniste, ma mère travaille dans l'opéra. Elle passait des périodes comme ça un petit peu longues pour des raisons professionnelles à l'étranger. Et donc j'ai eu beaucoup de temps entre les mains, et comme beaucoup d'enfants, quand on a du temps, on s'ennuie. Quand on s'ennuie, on regarde ce qu'il y a autour de nous, et j'ai eu la chance d'être dans une maison dans laquelle il y avait des CD, des livres, et en fait c'est vers ça que je me suis tournée naturellement. Il y avait aussi une guitare qui traînait dans un coin, et j'ai appris à jouer de la guitare pour cette raison. Enfin, je pense qu'on est aussi empreint de ce qu'on nous donne comme possibilité en tant qu'enfant. Et donc ça a été assez important dans ma vie. Ça, les amitiés, naturellement. Au lycée, il y a eu un peu deux événements parallèles. En fait, mon premier amour était féru de cinéma et m'a ouvert tout un monde que je ne connaissais pas du tout. Et donc on a regardé vraiment un siècle de cinéma en un temps record. Et parallèlement à ça, c'était le début des engins pas chers où on pouvait filmer facilement avec, donc pas des téléphones portables avec caméra, mais d'autres petites choses, des petites caméras DV, tout ça. Et j'ai fait un film nul, comme le pire de ce qu'on peut voir aujourd'hui sur YouTube, avec des titres qui partent dans tous les sens, sur une musique qui était « Oh les filles, elles me rendent de marteau ». Un de mes meilleurs amis de l'époque, pour son anniversaire. Et en fait, pour ça, j'ai téléchargé d'internet un logiciel de montage gratuit. J'ai commencé à faire cette petite vidéo de 5 minutes. J'ai dû y passer une semaine, je sais pas. Et en fait, je me suis tellement éclatée à faire cette vidéo que derrière, j'ai cherché par tous les moyens à filmer d'autres choses dans le but de pouvoir les monter et de constituer des petites histoires. Et je crois que c'est vraiment ces deux choses parallèles qui ont fait que je suis monteuse aujourd'hui. En plus d'être metteuse en scène, c'est le fait d'avoir cet univers qui s'est ouvert avec le cinéma, et de l'autre côté aussi cette appétence pour essayer de raconter moi-même des histoires à partir d'images préexistantes ou à filmer. Et ça a donné un petit peu les deux carrières que je mène de front en même temps, c'est-à-dire d'un côté le fait d'être monteuse
de films de fiction. Et de l'autre côté, le théâtre m'a rattrapée, et il s'agit donc là encore de raconter des histoires, mais différemment. Donc j'ai eu beaucoup de mal en fait à me lancer, et j'ai dû essayer de trouver, voilà, tout simplement du travail. J'ai réussi à rejoindre petit à petit le domaine de la fiction et du cinéma. Pour ça, je dois remercier aussi une femme, une réalisatrice qui s'appelle Mélissa Drijard et qui m'a donné ma chance en me faisant monter, entre guillemets, en grade et passer du métier d'assistante monteuse au métier de monteuse. Tout simplement parce qu'elle s'est demandé qui était dans la salle d'à côté, qu'elle m'a donné ma chance et que derrière ça a fonctionné. Donc il y a parfois aussi voilà, une certaine solidarité peut-être, ou une ouverture d'esprit de certaines personnes qui aident à avancer plus rapidement dans le métier. Le métier de monteuse, historiquement, c'est un métier de femme, parce que c'est un métier qui était quasiment associé à la couture. Voilà, la façon dont on montait la pellicule avant, il fallait des petites mains délicates, couper le film, le rescotcher. Et en fait, au fur et à mesure que ce métier est devenu de plus en plus technique et de plus en plus important, il a beaucoup plus intéressé les hommes aussi, et aujourd'hui c'est un métier c'est assez rigolo, c'est un des métiers du cinéma où il y a quasiment autant d'hommes que de femmes qui travaillent. Donc ça donne un équilibre assez 50-50. Mais spontanément, j'aurais tendance à dire que déjà le cinéma et le théâtre, c'est des arts complexes. Il y a des points communs très forts en fait entre les deux. Déjà, c'est des arts collectifs. Et je pense qu'il y a une chose que j'ai appris à connaître de moi au fur et à mesure, c'est que j'adore le collectif. J'adore la collaboration. Je me sens beaucoup plus à même de raconter des histoires quand on y travaille à plusieurs que toute seule dans mon coin. Au théâtre, en fait, j'ai commencé... on m'a proposé de faire des montages son et des montages vidéo pour le théâtre. Et au fur et à mesure, on m'a recommandé. Et puis après, puisque je faisais aussi de la réalisation... et que j'ai eu envie de monter... On a co-monté... on était 2 metteuses en scène sur la pièce Les Hommes de Charlotte Delbo. Les 2 carrières se sont faites en parallèle comme ça. Très rapidement, je me suis rendu compte qu'on me demandait « Mais qu'est-ce que tu veux faire vraiment ?» Comme s'il y avait forcément un choix à faire. Et j'étais très soulagée de voir que la génération d'aujourd'hui, enfin les générations d'après, ont un peu inventé en tout cas la presse, ou je sais pas grâce à qui, on a ce nouveau mot qui est le mot de slasher, pour parler de personnes qui font plusieurs choses. Et je pense que les techniques se simplifient, et qu'en fait, c'est aussi assez naturel que les personnes aujourd'hui utilisent différents moyens pour exprimer différentes choses. Je reviens à la pièce, pourquoi est-ce qu'on en a fait une pièce de théâtre au lieu d'en faire un film ? Et en fait, ce qu'on cherchait absolument à faire, c'était non seulement à raconter cette histoire avec un grand H, mais à raconter aussi les petites histoires personnelles et à faire vibrer le spectateur pour lui faire ressentir ce qu'ont pu ressentir en fait les enfants issus des Lebensborn lorsque, et c'est un point commun entre beaucoup d'entre eux, ils se sont rendus compte très tard dans leur vie qu'ils étaient issus d'une maternité nazie. Et comment est-ce que cette quête des origines les a bouleversés ? Qu'est-ce que ça fait ressentir ? Et je crois vraiment que le cinéma et le théâtre apportent des éclairages un peu différents à un spectateur. C'est pas le même rapport non plus en tant que spectateur, quand on va voir une pièce de théâtre et quand on va voir un film. En tant que monteuse, en fait, on vient nous chercher quasiment quand le projet est déjà certain. Et on peut travailler sur beaucoup plus de projets. Et il y a la question du choix et du sens de l'œuvre qui se pose. En effet, par exemple, j'ai commenté le film Mica Ex Machina, dont vous avez parlé dans un précédent épisode, qui a été réalisé par Mika Tarr et Deborah Sayag. C'est des œuvres qui sont très différentes dans leur facture et dans ce qu'elles racontent. Dans un cas, une pièce de théâtre sur les maternités nazies, et de l'autre, un documentaire qui parle de la communauté LGBT et qui parle de harcèlement. En fait, dans les 2 cas, ce sont des œuvres fortes qui résonnent avec des problématiques personnelles, des questions que j'ai envie de poser aujourd'hui aux spectateurs. J'ai envie, en fait, qu'on se pose collectivement les questions que posent ces différentes œuvres. Honnêtement, être porteur de projet, comme Mika et Deborah l'ont été sur leur film, ou comme nous, avec la compagnie Partage, on peut l'être sur cette pièce de théâtre, c'est épuisant. Ça demande une énergie folle.
Et ça apporte aussi énormément de respect pour les autres porteurs de projets, et on a envie, en fait, de porter ces histoires beaucoup plus loin. Personnellement, j'ai l'impression que plus j'avance en âge, moins je suis certaine de ce que j'aurais fait pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et je trouve ça assez important, en fait, de s'en rendre compte. Bien sûr, d'un point de vue des valeurs, il est assez évident de se positionner, et de se dire j'aurais été du bon côté, j'aurais fait partie des résistantes d'une façon ou d'une autre. Alors, peut-être pas en prenant les armes, peut-être pas de façon sensationnaliste, mais oui, j'aurais aidé la personne, j'aurais fait, non, c'est pas possible, l'occupation, le nazisme, etc. Moi, j'aurais été de mon côté. Et en fait, plus on grandit, plus on se rend compte, je crois, de la complexité des réponses qu'on peut apporter à notre échelle quand on est face à des réalités aussi problématiques, d'ailleurs, que des choses qu'on peut voir aujourd'hui dans le monde. Il faut savoir comment agir, il faut prendre la mesure aussi de la quantité, en fait, d'informations qu'on est obligé d'ingérer par jour. J'ai l'impression que ça s'est accéléré aujourd'hui aussi avec les réseaux sociaux et avec la stratégie du gouvernement Trump, qui est vraiment, par exemple, de balancer une nouvelle information énorme. J'ai l'impression vraiment que si jamais je lis pas la presse pendant 24 heures, il s'est passé 4 trucs absolument énormissimes. Donc on n'a pas le temps, en fait, d'ingérer tout ça, et on est appelé non plus à réfléchir, mais à réagir, et on sait plus comment faire, et on est un peu sidéré, cassé par ce qui se passe, ce qui entrave notre capacité d'action. Si on se replonge maintenant dans la période de la Deuxième Guerre mondiale, 1933, c'est quand même un moment en Allemagne qui est très particulier. C'est une succession de crises qui mène aussi à l'élection, il ne faut pas oublier que c'est une élection d'Adolf Hitler. Et après, individuellement, parfois on a l'outrecuidance de juger les Allemands en se disant que c'est parce que c'est le peuple allemand, ce sont des nazis, Mais non, en fait, je crois vraiment qu'il faut arrêter de considérer tout un peuple comme problématique, qu'il faut se responsabiliser chacun en tant qu'individu et se demander comment on peut agir, comment est-ce qu'on peut être manipulé ou en fait mis dans un état hors de nuire, c'est ce dont on parlait là avec Trump, c'est mis dans un état en fait de choc tel qu'on ne sait plus comment réagir. Et derrière, oui, on peut commencer à se poser la question de comment réagir à ce genre de contexte. Il y a structurellement une organisation du Troisième Reich qui est très très forte, et qui est très écrasante, et qui est très logique pourtant, et qui explique aussi comment est-ce que la dérive a eu lieu au fur et à mesure, et comment est-ce que tout un peuple, justement, ne s'est pas soulevé d'une seule et même voix pour essayer de contrecarrer un projet qui est très clairement inacceptable, intolérable et impardonnable. Je crois très honnêtement que les Lebensborn pourraient revoir le jour aujourd'hui, sous une forme ou sous une autre. Oui, je crois qu'aujourd'hui, on voit qu'il y a des politiques pronatalistes qui ont lieu dans un certain nombre de pays. Les Lebensborn, il ne faut pas oublier que c'était une association, c'était une œuvre de charité. Et d'ailleurs, ironie de l'histoire, les responsables du Lebensborn, sauf Himmler qui s'était donné la mort, ont été jugés au procès de Nuremberg, et ils ont tellement bien réussi à se défendre qu'ils ont été accusés de faire partie de la SS, bien sûr, mais ils n'ont pas été accusés pour les Lebensborn. Ils ont réussi à défendre l'idée que les Lebensborn, c'était quelque chose de positif. C'était là pour venir en aide aux mères et aux enfants. Ils ont absolument occulté, bien sûr, tout ce qui était de l'ordre du vol d'enfants, et aussi tout ce qui était de l'ordre de l'embrigadement des femmes, puisqu'on peut soupçonner qu'on incitait un certain nombre de femmes à laisser leurs enfants aussi, pour pouvoir derrière en disposer plus facilement dans un but idéologique très fort. Juste pour donner un ordre d'échelle, on estime qu'il y a à peu près 20 000 enfants qui sont nés dans les Lebensborn en 1935 et 1945. C'est à la fois très très peu par rapport aux millions de morts de la Deuxième Guerre mondiale et de la Shoah, et en même temps, c'est beaucoup, puisque 22 000 enfants, il faut quand même se représenter qu'un enfant, c'est une femme séduite ou convaincue, et c'est aussi 9 mois de gestation
et un accouchement. Donc bien sûr, c'est un programme qui est beaucoup plus lent. On aime bien dire que c'est un échec relatif, puisque 22 000 enfants, finalement, pour repeupler entièrement leur Reich de 1000 ans, ça ne paraît pas très performant. Il y a une phrase qui est citée dans la pièce, qui définit aussi assez bien l'idéologie nazie. « Vous ne vous marierez pas toutes, mais vous pouvez toutes être mères ». Ça montre bien aussi la réduction des femmes à une mission, qui est d'être sur un autre champ de bataille, celui de la procréation. D'ailleurs, le personnage de Violette dit dans la pièce « Si le clonage humain avait existé, les nazis se seraient reproduits à l'infini ». Voilà, on peut bien sûr imaginer qu'aujourd'hui, les techniques seraient différentes, mais elles seraient peut-être encore plus efficaces. Donc la pièce, c'est une écriture collective. Elle a été écrite par Mathieu Nyongo, Camille Laplanche, Séverine Cojano et moi-même. Et on s'est inspiré de témoignages et de faits réels, dont le témoignage de la mère de Mathieu. En fait, on a structuré notre récit à partir de 3 témoignages principaux. Le récit de la mère de Mathieu, Gisèle Nyongo, qui est née dans un Lebensborn. Le témoignage de Walter Bozer, qui nous a inspiré le personnage de Fernand, qui lui est aussi né dans un Lebensborn, mais a la particularité de n'avoir jamais été adopté. Il n'a pas eu cette chance. Il a été, en France, celui peut-être qui a permis à beaucoup d'autres enfants des Lebensborn de connaître leur histoire, puisque ce double traumatisme d'avoir été abandonné dans un Lebensborn, mais en plus derrière de ne pas avoir eu la chance d'avoir été adopté, lui a entre guillemets permis de connaître son histoire plutôt que d'autres enfants. Et il en a accompagné beaucoup dans leur quête des origines. Et le 3e récit, c'est un récit qu'on a découvert dans le livre de Boris Thiollet, Lebensborn, la fabrique des enfants parfaits, qui est un livre de témoignages d'enfants nés dans le Lebensborn français de La Morlaix. Et c'est le récit qui s'intitule La balade d'Iris et Christiane, qui est l'histoire de 2 demi-sœurs, une française et une allemande, nées du même père, qui vont se retrouver et qui vont aussi réussir à affronter leur passé et à se reconstruire elles-mêmes grâce à leur rencontre. Et donc c'est vraiment ces 3 récits qu'on a enchevêtrés, qu'on a fictionnalisés et qui nous ont permis d'écrire la pièce. Et on a une grande chance aujourd'hui, c'est quelque chose qui nous tient très à cœur, c'est de pouvoir donner la parole aux victimes des Lebensborn. C'est quelque chose qu'on a commencé à faire dès le début de notre écriture. En 2021, on a pour la première fois présenté des extraits de la pièce dans le cadre d'une commémoration pour les enfants victimes des Lebensborn. C'était honnêtement le moment le plus stressant de l'écriture, d'essayer de vérifier si on n'avait pas trahi leur histoire, on n'avait pas trahi leur ressenti, on n'avait pas trahi leur confiance. Et en plus, on a continué à travailler avec cette association de victimes et on organise des événements particuliers qui proposent de voir la pièce et tout de suite après d'organiser une rencontre pour leur redonner la parole et qu'ils puissent eux-mêmes raconter leur histoire à la première personne. Pour nous, c'est particulièrement émouvant de leur redonner la parole et de les remettre sur le devant de la scène, puisqu'ils ont, pour ceux qui sont encore parmi nous, plus de 80 ans aujourd'hui, et ce sont les dernières victimes du système et de l'idéologie nazie. Et qui mieux que eux pour nous dire que une idéologie raciste, antisémite, qu'un programme eugéniste, en fait, n'apporte que de la destruction, même si un discours officiel essaye de vous présenter ça comme quelque chose de positif. Des Lebensborn, il y en avait partout en Europe. En Allemagne, bien sûr, et presque autant en Norvège. Mais aussi en Autriche, au Danemark, aux Pays-Bas, en Pologne, en Belgique, au Luxembourg, et même un en France. À la fin de la guerre, les nazis ont fermé les Lebensborn les uns après les autres. Ils embarquaient les enfants avec eux. On était précieux à leurs yeux. Ils nous ont tous regroupés à Steinering. C'est là que les Alliés nous ont trouvés. Est-ce qu'il nous incombe de réparer un peu le monde? Qu'est-ce qui, au fond, nous empêche? Qui, au fond, nous empêche? Qu'est-ce qui tant nous encombre et qui fait que l'on laisse jusqu'à l'ombre de ce que...
crois qu'il faut pouvoir et savoir refaire sa vie à chaque matin. Merci à Jeanne Signé pour cet entretien passionnant encore une fois. Si vous voulez assister à la pièce Les Petits Chevaux, rendez-vous au Théâtre des Gémeaux parisiens dans le 20e arrondissement à Paris, du 4 mars au 22 avril. Et bien entendu, si cet épisode vous a plu, vous nous ferez grand plaisir et nous rendrez grand service en attribuant plein d'étoiles à notre podcast.